Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Le diplomate marocain a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour l'accueil chaleureux, la fraternité du peuple ivoirien et l'excellente coopération avec le royaume chérifien. La Côte d'Ivoire intensifie ses efforts dans la lutte contre la malnutrition. Le Premier ministre Robert Bekremambé vient de présider la fin des travaux de mobilisation des ressources pour le plan national multisectoriel de nutrition. La rencontre s'est soldée par des engagements financiers. C'est le top départ des examens à grand tirage. Après 9 mois de cours, plus de 1,5 million d'élèves affronteront les épreuves du CPE, du BEPC, du baccalauréat. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a donné le coup d'envoi aujourd'hui. L'objectif visé est clair, des examens transparents, équitables et sans faute. La paix se joue à Istanbul en Turquie, mais on note l'absence des principaux protagonistes. Les présidents russes et ukrainiens envoient plutôt leurs représentants. Le président Volodymyr Zelensky, qui est arrivé à Ankara aujourd'hui, a décidé de ne pas prendre part aux négociations à Istanbul en raison de l'absence de son homologue russe. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par ces images fortes de l'amitié ivoiro-marocaine. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, en fin d'émission, a été reçu par le président Alassane Ouattara avant son départ d'Abidjan. Il a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour l'accueil chaleureux, la fraternité et l'excellente coopération avec le royaume chérifien. Il part avec le souvenir d'un peuple ivoirien très hospitalier, nous explique Alexis Ouedraogo. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, est en fin de mission. Ce jeudi, au palais présidentiel, il fait ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice de la construction de l'amitié et de la fraternité ivoiro-marocaine. Depuis que j'ai eu l'honneur d'être nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Côte d'Ivoire en octobre 2016, j'ai travaillé avec cœur et avec beaucoup de bonne volonté, avec un dynamisme important pour vraiment consolider ce pont magnifique qui existe entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire, le Royaume du Maroc. Et j'espère qu'à l'avenir, effectivement, ce pont se consolidera davantage avec davantage de projets industriels, de projets touristiques, de projets d'infrastructures, de projets de partenariat à tous les niveaux et que cette relation perdure dans le temps, sous l'égide du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et le Maroc ne font qu'un. Je suis triste, mais en même temps ravi de partir la tête haute avec une mission accomplie. Et je suis heureux d'avoir reçu les félicitations de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui m'a exprimé toute son amitié et sa fraternité. Donc c'est un pays que je quitte, un pays que j'ai aimé, que j'aime, que j'aimerais et qui restera dans mon cœur à jamais. Abdelmalek Kettani, très ému, dit sa reconnaissance au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux, la fraternité et l'amitié tout au long de sa mission. La Côte d'Ivoire est magnifique, en commençant par son peuple plein de talent, sa jeunesse, ses artistes, ses hommes politiques, ses industries, ses infrastructures. Et j'ai vu ce pays évoluer en 8 ans et demi sous l'égide du président Alassane Ouattara. J'ai vu l'évolution remarquable et je souhaite vraiment à ce pays de continuer sur cette voie de paix, de fraternité, de stabilité afin de permettre au potentiel formidable de ce grand pays de se réaliser dans sa pleine mesure. Le diplomate a pour finir rappelé que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se déroule au Maroc. Il invite les Ivoiriens à défendre leur titre au royaume chérifien. Et on va croiser les doigts pour garder donc ce titre. La Côte d'Ivoire intensifie ses efforts dans la lutte contre la malnutrition. Abidjan abrite une table ronde sur le financement du plan national multisectoriel de nutrition placé sous l'égide du vice-président Timoko Melet-Kone. L'initiative vise à faire un plaidoyer afin de mobiliser le financement. Alexis Ouedraogo.
L'objectif de ce rendez-vous d'Abidjan autour de la nutrition, c'est bien de recueillir des engagements financiers de partenaires au développement, de philanthropes, de la société civile et du secteur privé en vue d'améliorer le statut nutritionnel des populations. En Côte d'Ivoire, environ 21,4% de nos enfants souffrent de retard de croissance. Des enfants bien nourris sont des enfants en meilleure santé, plus aptes à apprendre et à contribuer à la société de demain. Des mères en bonne santé sont des piliers de familles fortes et des communautés dynamiques. Face à ce sujet, des initiatives louables sont en cours au niveau national avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Cependant, l'ampleur du problème exige une synergie d'action renforcée. Pour remédier à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et combattre la pénurie, ce plan prévoit, entre autres points, d'assurer durablement la disponibilité des aliments à haute valeur nutritive. Le pays s'est engagé à mutualiser les efforts de tous les secteurs et de toutes les parties prenantes pour un impact à grande échelle. Une vision que saluent les partenaires sur la scène internationale, de l'UNESCO au groupe de la Banque mondiale en passant par la Banque africaine de développement via le programme SUN. La nutrition est le fondement de la vie. C'est également le meilleur investissement en matière de développement. Chaque dollar investi dans la nutrition rapporte jusqu'à 23 $ en bénéfices économiques. Aujourd'hui, je demande à tous les partenaires nationaux et internationaux d'être à la hauteur de l'ambition de la Côte d'Ivoire. D'un peu plus de 204 milliards de francs CFA financés à hauteur de 15% par l'État ivoirien, l'enveloppe allouée au projet devra être soutenue par la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Le besoin de financement complémentaire se chiffre à 174 milliards de francs CFA, soit près de 300 millions de dollars, que nous espérons mobiliser avec l'appui de nos partenaires. Le financement de la nutrition n'est pas une charge, mais plutôt un investissement. C'est un pari sur la santé et le potentiel du capital humain. En contribuant au financement du plan national multisectoriel de nutrition, vous investissez non seulement dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais surtout dans celle de demain, qui sera plus forte, plus dynamique et plus prospère. Je voudrais réitérer la gratitude du président de la République et du peuple ivoirien à chacun d'entre vous. Je peux vous assurer que les ressources mobilisées feront l'objet d'une utilisation efficace et transparente à travers un mécanisme rigoureux de suivi et des engagements des flux financiers alignés sur le dispositif du plan national de développement. Le plan national multisectoriel de nutrition a été adopté en Conseil des ministres le 12 juin dernier dans la vision du chef de l'État de garantir aux populations les plus vulnérables un statut nutritionnel optimal. Voilà, la Côte d'Ivoire qui est donc engagée dans la lutte contre la malnutrition. Le Premier ministre Robert Bekré-Mambé vient de présider la fin des travaux de mobilisation des ressources pour le plan national multisectoriel de nutrition. Une rencontre qui s'est soldée par des engagements financiers. Abdoulaye Koné pour le témoignage. Ce jeudi s'est tenue la cérémonie de clôture de la table ronde de mobilisation des ressources pour le plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Le gouvernement, qui a déjà alloué plus de 204 milliards de francs CFA, cherchait à mobiliser les 174 milliards restants auprès des partenaires techniques et financiers. Le montant total des financements annoncés par l'ensemble des partenaires s'élève à 320 millions de dollars, soit 187,5 milliards de francs CFA, représentant plus de 108% du montant attendu. Cette approche multisectorielle implique de nombreux ministères, les collectivités locales, les ONG, mais aussi les entreprises privées. Une synergie essentielle pour atteindre les objectifs d'une meilleure nutrition en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que celle-ci enregistré à ce jour
traduisent parfaitement l'adhésion pleine et entière de nos partenaires à cette initiative. Nous sommes à 108%, c'est-à-dire nous sommes à 187,5 milliards. Ces engagements que nous valorisons hautement constitueront le socle d'un partenariat renouvelé et ambitieux, dans un esprit de transparence, de responsabilité partagée et de résultats mesurables. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est fermement résolu à faire de la nutrition un levier stratégique de répartition équitable des dividendes de la croissance. La table ronde s'achève, mais la mobilisation continue. En mettant la nutrition au centre de développement, la Côte d'Ivoire trace la voie vers un avenir plus sain pour tous. Voilà la Côte d'Ivoire qui est donc au travail. Justement, dans un monde en quête d'équité, de transparence, la Côte d'Ivoire affirme son engagement. Et c'est à New York, aux États-Unis, au cœur donc des Nations Unies, que la ministre d'État Anne-Désirée Oloto a pris part à la 16e conférence des objectifs de développement durable, une tribune stratégique où les enjeux de gouvernance inclusive, d'accès équitable à la justice et de lutte contre la corruption ont occupé le devant de la scène. Dangui. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration aux États-Unis, Anne-Désirée Oloto, participe au nom de la Côte d'Ivoire à la 16e conférence internationale sur les objectifs de développement durable intitulée « Faire progresser la paix, la justice et les institutions pour le développement durable ». À cette occasion, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto a animé un panel sur le cas économique de l'investissement dans des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Le gouvernement ivoirien a consenti des efforts considérables afin d'opérer un équilibre vertueux entre ses ambitions actuelles de développement économique et social et les exigences de développement durable. Ces efforts ont permis à notre pays de renouer avec une croissance économique soutenue, en grande partie grâce à la stabilité retrouvée, grâce au renforcement de la gouvernance, à l'accès pour tous à la justice et à une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques. L'amélioration de l'accès à la justice, le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption, la dématérialisation des procédures dans l'administration publique sont autant d'initiatives qui illustrent parfaitement notre engagement résolu pour la réalisation de l'ODD 16. Selon la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, le pari de la paix, de la justice et de l'inclusion n'est pas un choix, mais une nécessité pour garantir un avenir prospère et durable. Et vous avez pu bien reconnaître la voix de Grace Kando. L'endettement ivoirien n'est pas un obstacle. Diaby Amadou, consultant et financier ivoirien, estime que le véritable défi de notre pays ne réside pas dans sa dette, mais dans l'exploitation insuffisante de son immense potentiel économique. Il a partagé cette analyse aujourd'hui même et c'était lors d'une conférence de presse, conférence à laquelle a pris part notre reporter Dangui. Le développement économique de la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années est indéniable de l'avis de certains observateurs. Ils sont également nombreux, ceux d'entre eux qui pensent que le pays croule plutôt sous le poids de la dette. Venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 12e édition de l'Africa CEO Forum, Diaby Amadou, consultant financier ivoirien, a fait savoir sa position sur la dette de son pays ce jeudi dans le cadre d'une conférence de presse. Le pays n'a pas un problème d'endettement. Voilà, comme les gens souvent nous veulent faire croire que le pays a un problème d'endettement. Le pays a un problème de création de richesses. Il a déploré la sous-exploitation du potentiel économique de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'agriculture, avant de plaider pour ce qu'il a appelé le patriotisme économique. Le patriotisme économique impacte directement notre vie de tous les jours.
permet également de renforcer la production nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme les produits locaux, automatiquement, c'est la production nationale qui augmente. Si la production nationale augmente, c'est plus de richesses pour les populations, c'est plus d'impôts, c'est plus de capacités pour l'État. Diaby Amadou estime que la Côte d'Ivoire s'en dote utilement en investissant massivement dans le développement de ses infrastructures. On évoque aussi un autre sujet. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que de la transition écologique était en compagnie de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire et les deux étaient face à la presse. Jacques Assaouré-Conan a annoncé la tenue d'une rencontre de haut niveau sur le climat et l'innovation qui se tiendra du 12 au 13 juin prochain. Je vous propose les enjeux avec notre reporter Franck Adio. Abidjan sous les feux des projecteurs du 12 au 13 juin prochain, la capitale économique accueille la conférence de haut niveau sur le climat et l'innovation dans le cadre du partenariat bilatéral pour le climat et le développement entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Ce sont 250 participants, y compris 50 experts internationaux qui seront présents. Cette conférence vise à rassembler des décideurs politiques, des chercheurs, des entrepreneurs, des représentants de la société civile ainsi que des acteurs du secteur privé pour ensemble partager des approches concrètes et innovantes en matière de lutte contre le changement climatique. La conférence abordera 3 grands sous-thèmes: la gestion forestière et le reboisement, la préservation de la biodiversité et la transition énergétique. L'Allemagne doit attaquer plusieurs secteurs avec des réformes, surtout sur le plan national, mais aussi qui a exprimé déjà la détermination de continuer avec fiabilité sur le plan international, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire les principes pour notre engagement, qui sont un principe aussi partagé par la Côte d'Ivoire. Plusieurs thématiques développées au cours de la rencontre, en bonne place l'innovation climatique en Afrique et des solutions de 7 pays. Le ministre Jacques Assaouré appelle alors à la mobilisation. Ce que nous attendons, c'est une forte mobilisation, parce que l'innovation joue un rôle crucial en matière de lutte contre le changement climatique. Et c'est l'occasion à ce forum de le démontrer avec tous les partenaires qui seront là. On veut faire de cet événement un événement majeur en Côte d'Ivoire, qui viendra renforcer la coopération déjà solide entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Cette conférence de haut niveau sur le climat représente une étape décisive dans l'optique de faire émerger des solutions locales. Et avant ce grand rendez-vous, on va parler un peu météo. Le ciel promet la pluie, mais c'est la chaleur qui s'impose. En pleine saison pluvieuse, le soleil brille, faisant grimper les températures et semant du coup le doute dans les esprits. Phénomène passager au signe tangible du changement climatique. Le climat semble jouer en tout cas le contretemps, mais pourquoi fait-il si chaud alors que la saison des pluies est bien présente? Élément de réponse dans ce sujet, quand le soleil annonce la pluie, c'est signé Ismaël Evradeo, Ahmed Silo et Kader Bachil. À peine 7 heures du matin, que les rayons du soleil se font déjà ressentir sur la peau. Entre contrainte d'être à l'heure au boulot et congestion automobile, la chaleur à 7 heures de la journée n'est pas négligeable. C'est quelque chose qu'on a remarqué depuis ces derniers temps. Il fait très chaud. On ne peut plus porter un pull même franchement. On est obligé de rester toujours démembré pour recevoir toujours le vent. Ce matin, quand je sortais de chez moi, voilà, j'avais le costume. Mais avant de monter dans le véhicule, comme il faisait chaud, j'ai enlevé le costume. Voilà, j'ai mis ça sur la main. Quand tu montes dans le bus, mais tu peux pas, tu es hyper étouffé parce qu'il fait hyper chaud. Et puis quand on est nombreux, c'est la catastrophe en fait. Et c'est pas ce qui provoque cette chaleur, mais vraiment on souffre dans ce moment-là. Et lorsque le soleil est au zénith, la température peut atteindre les 31 degrés Celsius. Dans certains quartiers de la capitale économique, impossible de rester dans les maisons entre midi et 2. Le climat a changé, on ne sait pas. Sinon, mai, juin déjà, là, dès que mai commence, là, il y a la pluie. Mais actuellement, là, il ne pleut pas. C'est rare fois qu'il pleut. On ne s'entend même pas, il commence à pleuvoir. Après 2 jours, on dirait que la pluie n'a même pas touché la terre. La chaleur revient encore à zéro. C'était à un moment donné, dans les mois de juin, juillet, il pleuvait abondamment. C'était précis. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à tel moment il va pleuvoir ou il va pleuvoir. Non, parce que la négligence humaine a provoqué ça.
Une vague de chaleur qui impacte le quotidien des Ivoiriens, à l'instar du monde entier. Pour le premier trimestre 2024, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODEXAM, a enregistré une température record de 41 degrés Celsius, soit 6 degrés de plus que la moyenne habituelle en Côte d'Ivoire. Pour 2025, les tendances restent identiques selon le département de la météo de la SODEXAM. Pour que cette saison des pluies puisse se mettre en marche, il faut un ensemble d'éléments qui lui permettent, n'est-ce pas, de se mettre en place, dont la chaleur. Et depuis le mois de mars, généralement est connu statistiquement comme le mois le plus chaud. Et donc quand on parle de mars, avril, mai, vous comprenez très bien qu'il y a donc une succession qui fait que l'ensemble donc des éléments qui doivent nous permettre, n'est-ce pas, d'affronter la saison des pluies devait logiquement se mettre en marche. C'est ce qui, logiquement, devait expliquer cela. Sinon, on est en saison des pluies. Dès que ces connecteurs donc, vont se mettre en marche et qu'ils vont entraîner l'ensemble donc, de ces instabilités qui vont donc amener beaucoup de nuages, donc beaucoup de pluie, il y a des dispositions à prendre. Avant de sortir, il faut pouvoir regarder la météo pour éviter d'être surpris. Une fois que cela est acté, il faut éviter que les enfants jouent dans les eaux de ruissellement. Les espaces identifiés singulièrement par l'ONPC et qui constituent donc des dangers, les gens doivent donc évacuer donc ces sites-là. Une chaleur qui s'installe, des habitudes qui s'adaptent, avec bientôt des pluies et d'autres réalités surtout à la mi-juin. Les populations sont appelées à consulter quotidiennement la météo et pour les plus fragiles en santé, il est préconisé de se mettre au chaud. Voilà, il faut donc suivre la météo. Espérons que ce message sera entendu. Une météo qui doit être plutôt clémente pour les examens au grand tirage. Ces examens qui sont lancés après 9 mois de cours. Plus d'1,5 million d'élèves entament dès aujourd'hui même les épreuves du CEP, du BPC et du baccalauréat. Le coup d'envoi a été donné par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. L'objectif est clair, des examens transparents, équitables et sans fraude surtout. Rally Diomandé, Didier Nguessan. La session 2025 des examens à grand tirage s'ouvre dès ce lundi 19 mai avec les compositions du CEPE. Suivront les épreuves écrites et orales du BEPC du mercredi 21 au vendredi 30 mai. Quant au baccalauréat, les oraux et les écrits se dérouleront du mardi 3 juin au vendredi 20 juin. L'agenda de ces échéances est dévoilé par la ministre de l'Éducation nationale. Ces évaluations certificatives concernent 1 566 002 candidats. La répartition par examen donne les chiffres suivants. CEPE, 588 482 candidats. Au BEPC, 633 817 candidats. Pour le baccalauréat, nous aurons pour cette session 2025 343 693 candidats. Cette année encore, ce sera la tolérance zéro contre la fraude avec le redéploiement du système de vidéosurveillance. La ministre Mariatou Koné veut compter sur la responsabilité et le professionnalisme de toutes les parties prenantes pour des examens de qualité. Je voudrais sonner la mobilisation générale pour des examens sans tricherie qui reflètent la valeur des candidats et surtout qui redonnent les lettres de noblesse à nos diplômes. J'exhorte les candidats à se mettre au travail et à s'éloigner des chemins de la facilité qui pourraient compromettre leur avenir. Les résultats de ces examens seront proclamés le 2 juin pour le CEPE, le 17 juin pour le BEPC et le 7 juillet 2025 pour le baccalauréat. Voilà, c'était le top départ des examens à grand tirage donné par la ministre Mariatou Koné. Bonne inspiration à tous les candidats. Le RHDP qui continue d'élargir sa base militante. Aujourd'hui, le parti a enregistré de nouvelles adhésions. Mak Kidou Ouattara, président de l'Union des Soroistes, mouvement politique proche de Guillaume Soro, a annoncé donc son officialisation, son adhésion au parti présidentiel et avec lui plusieurs militants. Nous Sangaré, Issa Dambeli. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix enregistre de nouvelles adhésions. Mak Ouattara, président de l'Union des Soroistes, un mouvement proche de l'ex-GPS, officialise son ralliement au parti au pouvoir.
Longtemps dans l'ombre de Guillaume Soro, il change de cap. Avec lui, plusieurs militants de l'ex-GPS tournent la page. Pour Makidou Ouattara, cette décision marque une volonté claire, contribuer à la construction d'un État stable, résolument tourné vers le développement. Nous avons décidé d'avancer là où se trouve l'avenir, là où se trouve le rassemblement pour construire avec le RHDP une nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire miraculée. Elle est miraculée dans son développement intégral. Ce progrès est dû à un homme exceptionnel. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est un architecte de nation, est un sage bâtisseur. Ces adhésions, le RHDP les perçoit comme un signe fort de son attractivité à quelques mois de l'élection présidentielle. Ainsi, notre grande famille politique se consolide et s'agrandit. Le RHDP, c'est le parti du président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara, c'est une école, c'est une institution, à lui tout seul. Le président Alassane Ouattara n'a jamais cherché à humilier un adversaire. Jamais. En bon père, il s'est toujours tué sur tout ce qui pouvait diviser la famille. En bon père, il a toujours gardé les bras ouverts à l'effet de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui comprennent par des expériences passées que la construction de la Côte d'Ivoire ne peut se faire que dans le rassemblement. À moins de 6 mois du scrutin, le RHDP renforce ses rangs et se présente comme la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Des adhésions sont aussi annoncées au GPP. 4 nouvelles formations politiques rejoignent le groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Cette nouvelle adhésion, marquée par une signature de partenariat, découle de la volonté des partis centristes de parler d'une même et seule voix, nous rapporte Souleymane Donisongo. Ils apposent tour à tour leur signature sur ce document dénommé Protocole d'accord des partenariats électoraux. Par cet acte, ils adhèrent fièrement au groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Il s'agit entre autres du Rassemblement des Verts ivoiriens, RAVI, le Parti de la Renaissance ivoirienne, PRI, l'Alliance des démocrates populaires, ADDP, et le Parti socialiste pour la démocratie de Côte d'Ivoire, PSDCI. Notre désir, par cet accord, est de travailler main dans la main pour avoir la gouvernance et déployer notre programme de centrisme de développement basé sur le bonheur du peuple et le bien-être des Ivoiriens. Le GPP se réjouit donc de coopérer avec les partis frères qui partagent les mêmes visions, les mêmes valeurs et ayant en commun l'idéologie centriste. Pour Henriette Lagou, cette nouvelle alliance est loin d'être un partenariat de circonstances. De ce partenariat électoral, j'ai un rêve de voir toute la grande famille des centristes ivoiriens se retrouver, se rassembler dans un vaste mouvement qui va désormais imposer la 3e voie en Côte d'Ivoire. La voie de la modération, la voie de la sagesse et du bon sens. Les partis signataires conviennent dans le présent protocole d'accord électoral de concourir d'une part à la victoire de la candidate désignée par le groupement des partenaires politiques pour la paix, Henriette Lagou, à la prochaine présidentielle, et d'autre part à maintenir la cohésion en leur sein en vue des élections locales à venir. Et avant de clore ce JT, je vous propose un tour de l'actualité en bref. Nous sillonnerons 3 pays, la RDC, la Turquie et la France, où le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy lui a été retiré 3 mois après sa condamnation. Le récit est signé Gabriel Zani.
Ce jeudi 15 mai en RDC, accusés par les autorités congolaises d'être complices de la rébellion AFC M23, les sénateurs ont débuté l'examen de la demande de levée d'immunité sénatoriale de l'ancien président Joseph Kabila. Toujours en exil, l'ex-chef de l'État congolais est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et massacre de civils. Pour la première fois depuis 3 ans, la Russie et l'Ukraine se retrouvent ailleurs que sur un champ de bataille pour des pourparlers proposés par Vladimir Poutine. Les discussions doivent avoir lieu à Istanbul sans que l'on en sache davantage sur le lieu et l'heure à laquelle elles se déroulent, malgré les réactions pour qu'il soit présent à ces pourparlers. Le président russe Vladimir Poutine ne figure pas dans la délégation russe arrivée ce jeudi en Turquie. En visite à Ankara, Volodymyr Zelensky, qui avait conditionné sa participation à la présence de son homologue russe, pourrait ne pas participer aux discussions. Kiev accuse Moscou de ne pas prendre au sérieux les négociations. L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est vu retirer le bracelet électronique qu'il portait depuis le 7 février. Après sa condamnation dans l'affaire des écoutes, âgé de 70 ans, il a pu demander une libération conditionnelle avant même la moitié de sa peine. Il a sollicité ce régime par requête le 16 avril qui lui a été accordée par décision du juge d'application des peines le 12 mai dernier, a indiqué le parquet. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain à la même heure, Kolo Koulibaly prendra le relais. Moi, je vous dis à très bientôt. Continuons de promouvoir la paix partout.